Bien, alors le thème de ce soir, c'est le sens du bien humain. Alors, on peut mettre la virgule où on veut, on peut mettre une virgule après le sens du bien humain ou du bien commun aussi, et les âges de l'humanité. Alors, je rappelle, je resitue le contexte de ce thème. Nous sommes dans une série une dizaine, 10, 11 conférences qui ont toutes pour but d'exprimer, d'exposer ce que l'humanisme méthodologique a à dire sur un ensemble de thèmes qui sont d'actualité et qui sont d'une certaine actualité et en tout cas qui sont concernés par les situations de crise nationale, occidentale, mondiale dans lesquelles nous sommes, donc mutations, troubles, dépassements, etc. etc. Et ce qu'a proposé l'humanisme méthodologique notamment, c'est le paradigme communautaire. Le paradigme communautaire, parmi d'autres paradigmes, on le verra, et un paradigme, enfin je le reprendrai un petit peu ici, mais je le reprendrai surtout dans la prochaine conférence qui sera centrée sur les paradigmes. Qu'est-ce que c'est qu'un paradigme, d'où ça vient, comment ça marche, et qu'est-ce qu'on peut faire avec, etc. etc. Donc c'est un sujet particulièrement important dans la mesure où une des lectures de la crise ou des crises actuelles, c'est la question du changement de paradigme. Synthétiquement, c'est-à-dire de changement de regard sur le monde et sur nous-mêmes, sur le monde. C'est aussi un changement de paradigme, c'est aussi un changement de compréhension de la façon dont les choses se font, donc dont les pratiques, dont l'action humaine, en quoi elle consiste. Donc c'est un nouveau regard. Et c'est aussi, pour chaque paradigme, une certaine conception du bien de l'homme, des valeurs, une dimension axiologique, on pourrait dire, c'est-à-dire qui traite de la question de ce qui vaut, la valeur des choses, et la question du bien. Donc, proposition du paradigme communautaire, parmi d'autres paradigmes qui sont mis en question, et sur chacune des conférences, et par rapport aux thématiques de ces conférences, eh bien, il y a toujours une entrée en matière qui commence par regarder d'où on vient, ou quels sont les paradigmes prédominants, et comment on peut lire la question du moment, le thème du moment au travers de ces paradigmes, et qu'est-ce que le paradigme communautaire apporte de nouveau, et en tout cas quelle proposition il fait pour comprendre cette question. Et cette question ce soir, c'est donc la question du bien humain. C'est une question extrêmement difficile, complexe, majeure, importante, puisque la question du bien humain, elle est à la fois la fameuse question des valeurs, puisque aujourd'hui c'est comme ça qu'on le dit, c'est la question de l'éthique, mais c'est plus généralement la question des idéaux, la question de qu'est-ce qu'il faut faire ou dans quelle direction se diriger pour le bien. Alors le bien de qui ? Le bien de soi, le bien des personnes humaines, ou le bien commun qu'on pourrait entendre comme le bien commun à une communauté, dans une communauté, le bien communautaire. Et toutes ces questions, toutes les questions qui se rapportent à qu'est-ce que c'est le bien, quelle est la visée du bien, et comment le bien se réalise, peut se réaliser, elle est effectivement la question classique des religions. On pourrait dire que toutes les religions peuvent être identifiées à une certaine façon de dire, de suggérer ou de proposer ou d'affirmer ce qui est le bien de l'homme. On sait bien, l'actualité le montre, mais l'histoire le montre, que même dans le contexte des religions, les interprétations et les visions peuvent être différentes, et le pire et le meilleur peuvent être présents dans les mêmes contextes, en tout cas.
Mais il n'y a pas que les religions. Les idéologies ont aussi comme prétention de dire le bien de la société, le bien de l'homme, etc., etc. Et donc il y a beaucoup de candidats pour dire le bien, depuis que et particulièrement dans le monde en crise dans lequel nous sommes, le monde en mouvement dans lequel nous sommes, les offres de définition du bien sont plus nombreuses que jamais. Voilà. Et effectivement, contradictoire, le bien tel que l'autre le déclare est déclaré comme un mal par l'un, etc. Donc il y a un foisonnement de choses. Et puis, il est vrai que les médias, le discours public a tendance effectivement à renforcer les offres de définition du bien de toutes sortes de manières, si bien que l'individu lambda, qui avant, au siècle dernier, au millénaire dernier, se référait à quelques figures d'autorité pour dire le bien, maintenant il est dans un supermarché du bien et des valeurs où tout est affirmé et son contraire. Donc la situation est difficile pour dire ce qu'est le bien. En plus, alors ça c'est assez actuel, il y a la question du rapport entre le bien personnel et le bien collectif, le bien commun, est une question particulièrement vive aujourd'hui où on prétend se sauver de l'individualisme, mais reste entière la question, alors est-ce que le bien collectif produit automatiquement et mécaniquement le bien personnel, ou est-ce que le bien personnel produit mécaniquement le bien collectif? Alors il y a des thèses, ou des interprétations de thèses, quelquefois un peu simplistes, qui ont pris position là-dessus, pour l'un comme pour l'autre, etc., etc. Mais en tout cas, ça fait partie du champ de questions qui est très important aujourd'hui, si bien que les individus moyens ne savent plus très bien à quel saint se vouer, justement. D'ailleurs, est-ce qu'il faut se vouer à un saint? On ne sait même pas. Bon, quel repère, quel critère du bien? Et qu'est-ce que ça rapporte, le bien, au fond? Est-ce que ça vaut le coup de viser le bien? Quel bénéfice a-t-il le bien? Donc on est dans un contexte extrêmement difficile, parce que effectivement tous les paradigmes que j'ai déjà évoqués, que je reprendrai, sont là, sont présents. J'évoque rapidement l'événement du jour ou de la veille, qui était le décret sur la réforme du collège. Bon, alors on en entend des déclarations du bien. Qu'est-ce qui est bien pour le collège? Voilà, alors tout fout le camp, c'est effectivement tout l'humanisme des humanités traditionnelles qui a disparu au nom de je ne sais pas quoi. Et puis par ailleurs, oui, mais l'égalité, ça passe par ceci, cela. Et puis d'ailleurs, les autres sont mauvais, donc le bien c'est nous. Enfin bon, il y a effectivement tout un argumentaire autour de ce qui est bien. D'ailleurs, la question du bien, qui est aussi la question morale, est présente d'une façon foisonnante, pire que jamais. C'est-à-dire dans un monde d'ailleurs qui, pour une grande part, se veut amoral, effectivement, les déclarations morales et les condamnations morales fusent tous les quarts d'heure à la télévision et ailleurs. Enfin, sur Facebook ou ailleurs, enfin, c'est pas... Bon. Donc on est dans une crise morale, une crise de sens, une crise de la question du bien. Quoi, parce que, bon, on va dire un peu. Alors, je vais passer en revue très rapidement les différents paradigmes ou les différentes familles de réponses classiques. Il y a, effectivement, je reprends le rationalisme idéaliste, correspondant sur des schémas à droite, qui dit le bien, c'est la visée des idéaux. Le rationalisme idéaliste. Et l'idéalisme, c'est des figures, des formules, des formes idéales qu'il s'agit de viser. Alors, bon, il y a des philosophies, il y a des quantités de choses, jusqu'aux Lumières qui ont effectivement milité dans ce sens-là, effectivement progressé grâce à la raison vers
des formes idéales qui peuvent être la rationalisation de la société, des comportements maîtrisés, et puis un cheminement vers la cité idéale. Alors après, on peut mettre toutes sortes de figures, effectivement, dans ces idéaux, mais cette conception du bien est très forte dans notre société, elle est très structurante, elle a été très structurante, mais aujourd'hui elle est très déstructurante parce qu'elle est attaquée et en même temps elle-même en train de se demander si le bien, ça ne serait pas de combattre ceux qui lui veulent du mal. Bon, ce qui est une façon commune de définir le bien. Mais effectivement, il y a une crise de ce monde-là, du rationalisme idéaliste, où l'effort et l'exigence à la fois formelle et de progression dans la maîtrise rationnelle, au fond, des affaires du monde, enfin des affaires individuelles et collectives, ce schéma-là qui est très fort, très présent, qui suppose effectivement à la limite que les hommes se vouent à ces idéaux, c'est-à-dire que leur source de progression soit dans l'idéal qui est devant, y compris d'ailleurs en s'arrachant aux origines. Il y a des définitions de l'émancipation de la personne qui consiste à arracher les hommes de leurs origines familiales, culturelles et religieuses, encore pire. Bon, tout ça pour qu'ils accèdent à des idéaux, c'est-à-dire à des savoirs, beaucoup de savoirs d'ailleurs, plus que des savoir-faire, à des savoirs idéaux. Donc c'est le principe de la formation des élites, de tout un tas de constructions qui sont là-dessus, c'est-à-dire il y a des normes, il y a des visées, et c'est en se rapprochant de ces visées idéales ou idéalisées qu'on progresse. Voilà. On ne progresse pas en cultivant ses potentiels ou en exprimant ce qu'on a envie de dire, on progresse au contraire en se vouant à des figures sociales, idéales, etc. etc. Bon, il y a quelques vilains philosophes qui sont plus à dire, mais tout ça c'est du formatage, c'est du conditionnement, etc., etc. Ce qui n'est pas forcément complètement faux. En tout cas, quand on croit que la raison est au fond un peu l'incarnation et l'instrument du bien, effectivement, on en fait une sorte d'idole qui produit des bienfaits, parce que la raison a produit de belles et bonnes choses, a amené beaucoup de bien, mais elle a amené le pire aussi. On peut amener le pire aussi. Bon, en tout cas, il y a ces figures du bien. Le bien, ce sont des idéaux de progrès, des idéaux d'accès à des formes posées comme idéales. Alors on peut dire un des usages des valeurs, des fameuses valeurs, ce sont des valeurs idéales. Elles sont posées comme idéales et elles sont des formules. Voilà. Alors on peut avoir par rapport à ces formules différentes attitudes. On peut avoir des attitudes, je dirais, traditionnelles, qui consistent à dire, bon voilà, on a des repères communs. D'ailleurs, ces idéaux, plus ils sont universels, moins on est tenté d'y mettre son grain de sel. Tiens, je n'avais pas vu que le grain de sel et universel pouvaient s'opposer, effectivement. Et effectivement, donc c'est impersonnel, en définitive. Justement, ça échappe aux racines personnelles, aux racines culturelles, aux racines singulières, pour effectivement se vouer à des idéaux universels. Mais c'est vrai qu'on peut aussi utiliser ces idéaux comme des formules magiques, incantatoires, et donc on peut les utiliser comme incantation, c'est-à-dire on fait appel à des puissances qui vont agir là-dessus. Mais ça, c'est le paradigme inverse. Donc j'évoque ça parce que c'est très présent dans notre culture, dans notre croyance, et y compris d'ailleurs à l'intérieur de certaines religions, ou de certaines religions qui ont pu elles-mêmes se vouer à ces formules-là. C'est-à-dire il y a des formes qui sont des formes idéales, et des formules et des formulations qui, donc un truc, il y a à progresser, il y a à construire, etc. etc.
Les religions ne sont pas forcément toujours là-dedans, et elles ne sont pas que là-dedans, évidemment, mais comme le reste. Ensuite, il y a un deuxième... c'est le cas inverse, le paradigme de la puissance, dans lequel le bien est très présent. On peut dire c'est mauvais, la puissance, le pouvoir, la lutte contre le pouvoir, mais le pouvoir se justifie toujours par la recherche du bien. Par exemple, la paix. La paix est un bien tout à fait connu là-dedans. C'est ce qui justifie la guerre, d'ailleurs. La guerre, c'est fait pour chercher la paix, la tranquillité. Et le bien, c'est viser et obtenir la paix et la tranquillité en se débarrassant de toutes les altérations et les altérités qui troublent cela. Puisque, effectivement, ce qui trouble la paix, c'est l'autre. C'est l'autre en tant qu'autre. Alors, quel qu'il soit, sur lequel on va le poser. Donc, le bien se traduit effectivement par le combat contre l'altérité, qui vise la tranquillité et la paix, et il est bien de s'allier à la puissance qui combat pour le bien, c'est-à-dire contre le mal que représentent les autres. Vous entendez le mot manichéisme, le manichéisme n'est pas loin de cela, effectivement, puisque, en l'occurrence, quel est le parti du bien ? Le parti du bien, c'est celui qui lutte contre le mal. Donc c'est le mal qui est le critère de référence du bien. Il suffit de... Le bien, c'est ce qu'il advient une fois qu'on se sera débarrassé du mal. Voilà. Alors, là-dedans, il y a des vieilles recettes qui sont toujours en usage dans les rapports politiques internationaux, dans les rapports sociaux, dans les rapports, etc. La lutte contre le mal est quand même une des propositions les plus majeures dans le monde actuel. Il suffit de désigner le mal, et comme il y a beaucoup de candidats, eh bien, ça fait beaucoup d'incarnation du bien, puisque le bien de la puissance, qui vise un au-delà du mal, etc., n'a pas besoin de démontrer ce qu'est le bien. Le bien, c'est évident, puisque c'est la disparition du mal, et donc au nom duquel on peut faire la guerre contre le mal, ou on peut le combattre, on peut faire toutes les manœuvres possibles et imaginables pour le vaincre. Alors ça, c'est très important, parce que là aussi, même les religions s'adonnent ou se sont adonnées à ce jeu-là, la puissance du bien et la puissance du mal, qu'à ouvrir la télé pour le voir à l'œuvre tous les jours. Et effectivement, le combat contre le mal est une occupation importante et une légitimation importante au nom du bien, d'un bien dont qu'on ne définit pas beaucoup. Bon, il y a des paradis, bien entendu, mais on ne prend pas trop le temps de savoir c'est quoi ce machin-là, etc., et qu'est-ce qui s'y passe vraiment. En fait, c'est le moteur, c'est le mal et la lutte contre le mal. Ce n'est pas du tout la cité idéale et la construction et la progression de l'homme, etc., du tout. Bon, c'est la victoire contre la puissance du mal, c'est l'affrontement des puissances. Et là, encore une fois, je le dis, je le répète, la puissance du bien, c'est celle qui lutte contre le mal. Voilà. À moins d'avoir des critères autres. Mais à ce moment-là, on n'est plus dans le même paradigme. Et en bas à droite, il y a le paradigme systémiste, naturaliste. Alors ça, c'est quelque chose d'important et de grave, puisqu'il met les critères du bien au-delà de l'homme. Je dirais que la pratique, dans ce paradigme-là, la pratique courante, c'est la pratique de l'accusation de l'homme. Ceux qui ont des lettres se souviendront de qui appelait-on l'accusateur de l'homme. Dans certaines traditions religieuses. Et alors, l'accusation de l'homme, elle est extrêmement présente. Et le bien, c'est l'état de nature. Et le bien est mis en péril par l'homme. Point, c'est tout d'ailleurs. Et donc par un objet de nature qui se prétend contre nature et qui agit d'une façon contre nature ou sans respecter la nature. Alors c'est vrai pour la nature, je dirais la nature biologique, mais c'est vrai aussi pour la nature
des systèmes économiques ou n'importe quoi. C'est-à-dire, le bien, c'est la continuité, le maintien des équilibres, on pourrait dire, le maintien du système, du bon fonctionnement du système. Alors effectivement, ce qui n'est pas bien, c'est encore des grains de sel, mais c'est de porter atteinte à ce bon fonctionnement de la nature et donc d'introduire des dysfonctionnements. Et alors effectivement, dans ce contexte-là, ce qui est bien, c'est renoncer à tout acte et toute position et toute posture qui pourrait causer un dysfonctionnement quelconque. Parmi les nouvelles, il y a, les récentes en tout cas, l'empreinte carbone, votre empreinte carbone, je ne sais pas si vous êtes rendu compte des traces que vous laissez dans la nature. Carbone, c'est noir comme le charbon, tout le monde le sait, évidemment. Bon. On n'a pas dit l'empreinte or, ça aurait pu être l'empreinte or ou l'empreinte, je ne sais pas quoi, d'un métal plus positif. Non, l'empreinte carbone, c'est super parce que c'est noir. Bon. Et donc, cette construction du bien et des figures du bien et de la signification du bien est de plus en plus forte et de plus en plus dominante. Une des choses qui porte le plus atteinte aux premières, c'est-à-dire à l'idéalisme, rationalisme, aujourd'hui, c'est ça. Bien sûr, la question du paradigme des puissances, du bien et du mal, ça existe aujourd'hui, ça a toujours existé, ça continuera à exister, mais la nouveauté aujourd'hui, ce qui sape les fondements du rationalisme idéaliste, c'est j'appelle le naturalisme systémiste. Ou par exemple, la spontanéité naturelle des mouvements naturels, c'est ça qui est le bien. Donc il n'y a pas besoin d'exigence d'édification de soi et d'édification du monde. Il faut en revenir à la vraie nature des choses. Et la vraie nature des choses, qui est la nature, voilà, dans tous ses états naturels. Au fond, ce qui s'oppose à la nature dans ce contexte-là, c'est, par exemple, la culture. C'est l'humanité vue comme sujet, comme porteur, comme producteur de culture. Alors, c'est une position qui n'est pas neuve, mais c'est une position qui est très moderne et très puissante aujourd'hui, puisque on pourrait dire que c'est l'offre du bien et c'est l'offre de bonne conscience la moins chère sur le marché. Il n'y a pas besoin de s'efforcer à s'éduquer, à construire et à travailler, etc., etc. Comme la nature répond aux lois de la nature, il n'y a pas besoin d'être responsable de quoi que ce soit, puisque ce sont les lois de la nature qui gouvernent les phénomènes naturels. Donc pas de responsabilité et pas d'exigence, c'est effectivement très intéressant. Et en plus, il n'y a pas besoin, on parle beaucoup de conscience, par exemple, comme un bien, une figure du bien, mais la conscience, ce n'est pas la conscience qui est le fruit d'un travail d'analyse, de discernement, etc. C'est la conscience qui consiste à se rendre à l'évidence. Je reprends cette expression parce que se rendre à l'évidence, c'est une reddition. Il faut en venir à croire ce qu'on a devant les yeux et cesser de penser à des trucs compliqués sur les tenants, les aboutissants, des choses comme ça. D'abord, on a des scientifiques, entre guillemets, médiatiques, qui nous disent la vérité des choses et surtout la vérité du mal que l'homme fait à la nature. C'est prouvé scientifiquement. Bon. Donc voilà, alors ce courant-là est très, très, très puissant et très fort. Et alors il y a l'inverse qui est le paradigme, ce que propose le paradigme communautaire en matière de sens du bien humain. Alors déjà, une chose qu'il va poser, c'est que on ne peut pas penser le bien humain indépendamment de l'homme. C'est-à-dire,
quelle que soit l'idée du bien, elle sous-entend une certaine conception de l'homme. Et inversement, comment pourrait-on dire que ça est bon pour l'homme, que c'est le bien humain, indépendamment de ce qu'est l'homme? Donc le bien humain est inhérent à l'homme, à l'humanité de l'homme. Alors évidemment, si on n'a aucune idée de ce que c'est qu'un être humain, ben le bien c'est n'importe quoi, en définitive, qui peut être placé, etc., etc. Donc ici, il y a une question qui est le fondement du bien. Le bien est fondé en l'homme, c'est le bien humain dont nous parlons ici. Sauf que cette fondation en l'homme, elle ne se donne pas à lire et à voir immédiatement. Ça ne se voit pas sur la figure, ça demande un cheminement. On pourrait se dire, tiens, il serait bien pour l'homme de cheminer vers une connaissance de soi, de son humanité, telle qu'il découvre quelle est la figure du bien. Alors il y a une chose un peu compliquée, puisqu'en définitive, le bien est en l'homme, et pour accéder au bien, il faut trouver le bon chemin. Mais comment on peut trouver le bon chemin si c'est au bout du chemin qu'on connaît le bien, etc. C'est une difficulté, effectivement. Pour connaître le bien en soi, encore faut-il cheminer pour le découvrir. Et ce chemin est un chemin du bien. Le chemin du bien fait découvrir ce qu'est le bien. Bon. Alors, effectivement, on verra plus tard qu'il y a quelques recettes. Par exemple, se fier à quelqu'un qui a déjà fait le chemin, ça permet effectivement de... Mais qu'est-ce qui peut assurer qu'on est dans le bon chemin parce qu'il y a quelqu'un qui nous a dit que c'était le chemin du bien? Ça reste effectivement des questions compliquées à résoudre. Mais ça fait partie des problèmes. Donc la première chose, il n'y a pas de bien humain indépendamment de la compréhension de l'homme. Et le bien humain ne peut se dire qu'en termes humains. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il en va de l'homme, qu'est-ce qu'il en est cherché de l'homme dans la recherche du bien. Qu'est-ce que l'homme en tire en lui-même de chercher le bien, et justement ce bien qui est en lui-même, notamment. Ça se complique un petit peu par la suite, mais notamment. Donc, que souligne, c'est que toutes les questions du bien, d'abord la question du bien et les réponses à la question du bien, et toutes ces pratiques, etc., ici, interpellent chacun dans son être d'humanité, et l'interpelle dans une quête, c'est-à-dire le bien est dans une quête. Le bien n'est pas distribué comme ça, là, une fois pour toutes, un capital de bien, après on peut le consommer, le dilapider. Le bien se trouve dans une quête du bien, et elle se trouve dans le chemin de la quête du bien, et d'un bien qui est un bien humain, qui est un bien qui est inhérent à l'être, à ce qu'est l'humanité de l'homme. Alors ensuite, on pourrait dire donc que le bien, ça rejoint certaines propositions qui sont d'une discipline, d'un chemin, d'un cheminement que l'on peut être invité à suivre pour se découvrir, se révéler à soi-même, et peut-être pour que ça ait une incidence, ou que ça peut avoir une incidence, tant en ce qui concerne le chemin que l'aboutissement du chemin, dans l'existence. Et le paradigme communautaire nous dit que l'existence est toujours commune. C'est-à-dire donc, du coup, il n'y a pas de réponse à la question, existentiellement, il n'y a pas de réponse à la question du bien, à la quête du bien et au chemin de la quête du bien, indépendamment de l'espace commun de coexistence où nous sommes. Notre propre existence, comme le dit, enfin c'est expliqué dans les papiers de l'humanisme méthodologique, dans les leçons, donc ici je le pose comme ça, mais il faut aller voir plus près, notre existence est une existence commune, si notre personne est singulière et unique d'une certaine façon, et nous est propre, et on peut parler du bien humain personnel, propre, mais les conditions du cheminement
bien, et donc les bons chemins qui amènent éventuellement au bien personnel, ces bons chemins sont dans la communauté. Il n'y en a pas ailleurs que dans la communauté. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose là-dessus, c'est intéressant, c'est dans certaines traditions monacales, il y a des ermites, c'est-à-dire quelqu'un qui est ermite, qui est tout seul dans un endroit comme ça. Mais il n'est jamais seul. Il est là que par sa communauté et dans sa communauté. Elle n'est pas là, mais il est avec cette communauté. Comme quoi les liens de la communauté ne sont pas forcément des liens physiques qui se mesurent en mètres ou en centimètres. Ça peut être des liens d'une autre nature qui font que la participation à la communauté peut être n'est pas forcément liée à la proximité physique de la communauté. Elle peut être liée à on peut être en communauté avec des gens qui sont de l'autre côté de la Terre, et peut-être même qu'on peut être en communauté avec des gens qui ne sont pas vivants, qui l'ont été, etc. Bon, mais enfin, on ne joue pas au même jeu existentiel avec les morts qu'avec les vivants, évidemment. Mais en fait, la communauté qui fait la réalité de notre existence, c'est-à-dire le champ dans lequel les problématiques du bien et les chemins du bien vont se jouer, se poursuivre, c'est aussi bien celle-là. C'est d'ailleurs pourquoi il peut nous arriver de chercher dans les ancêtres des gens qui sont morts, des figures du bien, des repères du bien. Bon. Ou bien dans le monde actuel, ou bien ailleurs, etc. etc. En tout cas, d'une façon, je dirais, théorique, pour l'instant, on verra pratiquement par quoi ça se traduit, la quête du bien et tous les accessoires qui vont aider à la quête du bien, non seulement les chemins, les pratiques, les méthodes, les discours, les visées, les objectifs, tout ce qu'on va pouvoir se raconter, les récits, tout cela, ça se passe dans l'existence, et tout cela est commun. Même si nous avons un rapport personnel, singulier et unique à cela, cela est commun, comme notre existence est commune. Et une coexistence par toutes sortes de manières et d'une façon, j'y insisterai beaucoup plus la prochaine fois sur les paradigmes, d'une façon tout à fait intime. Nous sommes quelqu'un disait, nous sommes membres les uns des autres. Une drôle de formule, mais nous sommes membres les uns des autres. Mais nous sommes réellement, physiquement membres les uns des autres. Alors, la question pour tous ceux, pas ici, je pense, mais pour tous ceux qui ne sont pas arrivés à la fin de la quête du bien, on peut se demander alors comment on s'y prend, quoi. Dans l'existence, comment ça se traduit dans l'existence? Y a-t-il quelque chose dans l'existence humaine qui est la marque du chemin, effectivement, vers le bien, et vers le bien qu'on a situé en soi? Il y a des moyens et des voies qui sont existentielles, mais dont la visée, à travers ce que je disais, elle est ce qu'est la nature humaine, l'être humain. Je n'ai pas encore tout à fait dit en quoi ça consistait, ce bien humain essentiel, mais j'y reviendrai après la question de la démarche et de la marche en avant. Bon. Alors, il se trouve qu'il y a une lecture, un moyen de lecture qui est très important et très intéressant, qui est capital, c'est la question du grandir humain. C'est quand même étonnant que dans le monde entier, pas toujours et à tout moment de la même manière, l'idée qu'il faut éduquer les enfants, qu'il faut grandir. Alors, c'est vrai que dans certains univers, qu'on avait atteint l'idéal, on s'arrêtait, quoi. Après on touchait la paye à la fin du mois en attendant la retraite, puisque grâce à un titre adéquat, on a droit à une place ou à je ne sais pas quoi. Bon. Mais il y a aussi l'idée que cette maturation humaine, ce progrès humain, c'est aussi toute la vie, c'est toute l'existence. Et donc, une des figures de ce chemin, c'est la figure du grandir. Comment, depuis avant la naissance, avant la naissance, ce chemin est déjà engagé, il se passe déjà des choses. Comment à la naissance, comment dans l'enfance, avec toutes ces phases, etc., comment au travail des seuils de l'adolescence, comment qu'on appelle
quelquefois à tort, l'âge adulte ou la majorité, et puis voilà. Alors effectivement, il y a quelque chose qui est inhérent à la nature humaine et inhérent au fait que l'existence est une existence commune. Il se trouve effectivement que cette gradation, qu'une certaine gradation, que certaine trajectoire du grandir humain, on pourrait appeler du développement, de la maturation, du développement de conscience, sauf que ce n'est pas la même conscience, etc. etc. Voilà. Donc il y a une sorte d'échelle. Alors c'est bien parce que des échelles, on parle déjà d'échelle de valeur. Il faut s'imaginer qu'une échelle, il y a des barreaux, mais c'est pour monter. Hein. C'est en général pour monter, pour accéder, etc. Ben, effectivement, c'est une figure, mais c'est une figure qui a son intérêt. Et d'ailleurs, bon, c'est un escalier, mais c'est pareil. Hein. C'est une figure qui est l'échelle, effectivement, de maturation humaine. C'est-à-dire que l'humanité, et quand je dis l'humanité, c'est aussi bien l'individu, dans son existence, que la communauté, et que tous les groupes humains, toutes les organisations humaines et toutes les productions humaines, tout ce qui est une entreprise, une association, un machin, tiens, pourquoi pas une religion, pourquoi pas, enfin bon, eh bien, en tant qu'humains, humanité, sont invités, c'est pas automatique, c'est pas obligatoire, à grandir, à progresser selon les âges de l'humanité. Et les âges de l'humanité sont inhérents à l'humanité. Alors pourquoi c'est cela? Bon, ça se démontre d'une certaine manière, mais effectivement, il y a l'âge archaïque, archaïque qui est aussi bien le soutien que le régressif absolu, hein, la régression dans l'archaïque, etc. L'âge archaïque est un âge où, notamment, les pulsions et les impulsions et les affects, dans toutes leurs dimensions, sont l'essentiel de l'existence. Et que c'est dans une confrontation à cette existence que se joue progressivement le grandir. Et le grandir qui, dont une première expérience même, dès avant la naissance, peu avant la naissance, c'est l'expérience de la séparation. C'est l'expérience de la distinction entre soi et non-soi. Alors, ça ne vient pas tout d'un coup, comme ça, mais le problème de l'âge affectif, c'est l'âge de la confusion. Ce que l'on éprouve, on ne sait jamais si c'est soi, l'autre non-soi, parce qu'il n'y a pas de soi et de non-soi. C'est comme ça arrive. Donc, les aspects réactionnels, l'immédiateté, il y a un certain nombre de caractéristiques qui font que, effectivement, les pulsions, etc. Et donc, ce qui est à grandir, c'est accéder à la distinction, à la séparation qui va permettre de saisir ou de comprendre que ce qui est éprouvé, ce qui est affect, c'est le fait d'être affecté par la présence de quelqu'un d'autre. Alors, ça peut être la mère pour le nouveau-né et les autres aussi petit à petit, etc. Donc, dans cette expérience, il y a des expériences qui sont des expériences de grandir et qui passent par des seuils, comme la naissance, qui est un seuil qui peut être d'une grande violence, de grande séparation, de grand bouleversement, qui à la fois peut faire perdre ou vivre de perdre le climat fusionnel antérieur, mais en même temps d'accéder à un soi qui n'est pas conceptualisé évidemment, mais un soi qui est distinct, donc qui sera, disent les experts, mais pas forcément celui qui est le sujet d'un apprentissage de l'existence. On va toucher, on va voir, un machin, etc. On va apprendre par des interactions avec l'autre qu'il est quelqu'un d'autre que les autres. Et c'est la phase de l'enfance. Alors de l'enfance jusqu'à l'adolescence, bon, je ne dis pas combien, parce que l'adolescence, ça peut être jusqu'à 87 ans, hein, ça peut être jusqu'à 12 ans, ça peut être, bon, aujourd'hui on ne compte plus, bon, ces choses-là. Eh bien, l'âge d'adolescence, c'est effectivement l'âge où le bien consiste à faire les apprentissages de soi, de son corps, des autres, de la coexistence et de
l'organisation commune de la subsistance, de la sécurité et des savoir-faire. Ici, ce n'est pas l'accès au savoir, c'est des savoir-faire, des savoir s'y prendre, qui peuvent être très sophistiqués, mais c'est une dimension de participation à la coexistence où se construit le soi, en définitive, comme un moi, se construit l'individualité comme partie prenante distincte mais impliquée dans les affaires communes. Voilà. Donc c'est un âge pour les humains, mais c'est un âge pour les sociétés, c'est un âge pour les communautés, c'est un âge pour tous les trucs, les âges des apprentissages pratiques, même si le champ est immense. Bon, puis ça peut être aussi bien du langage que des comportements, que des techniques ou que de tout ce qu'on veut. Et après, il y a un autre âge, après le seuil de l'adolescence, où il faut quitter l'enfance et pour se jeter dans un monde qui est un monde complexe de représentation, d'institutions, de droits, de règles, de normes et d'identité, etc. Donc, l'aventure le passage de l'adolescence, c'est le passage, rentrer dans cette aventure-là, avec effectivement des ambivalences. Est-ce que je vais quitter papa-maman ou est-ce que je vais y aller mais sans les quitter en prenant des substituts? Bon, enfin bref, c'est les problèmes de crise d'adolescence, mais en tout cas, on rentre là-dedans. Et dans cet âge, qui est l'âge des représentations, l'âge de la raison, comme moyen de maîtrise et de grandir, dans cet âge-là, effectivement, c'est un âge où se construisent les choses, où on participe à la construction de la cité, on pourrait dire, par la participation aux représentations et la contribution aux représentations communes et à la connaissance du monde, etc. Donc, d'une certaine façon, c'est vrai que les savoirs font partie d'une figure de ce qui peut être bien développé, savoir ce qu'est le monde, développer des représentations communes qui forment des cultures en même temps, c'est quelque chose de bien. Sauf que, effectivement, dans un certain monde, on a cru que c'était, sinon l'alpha, du moins l'oméga du bien, et qu'au-delà de la raison et des représentations, c'était fini, quoi, c'était le sommet. Donc, c'est pour ça que certains pays, que je nommerai pas, étant les maîtres de la raison, se posent comme universels et n'ont pas à progresser, puisque l'universel, c'est eux. Bon. Je parle des autres, bien sûr. Bon. Et donc, voilà, ça, c'est une déviance. C'est une déviance, parce qu'il y a le chemin, et puis il y a toutes les déviances, toutes les régressions, toutes les fixations, etc. Mais il y a cet âge-là. Et c'est un âge, ces âges-là, je dis, c'est pour les personnes, pour les communautés, pour les nations, et pour la communauté humaine en soi. Si on parle de civilisation, il y a une trajectoire qui se continue. Alors effectivement, la crise dans laquelle on est, c'est une crise de maturescence, c'est plus l'adolescence, c'est la maturescence, c'est là-bas, il y a un seuil de passage. On était tellement bien dans ces mondes de représentation, on avait des universités, des hauts fonctionnaires, des machins, puis maintenant on a Internet pour tout savoir, etc., accéder à la connaissance. Et oui, sauf que l'enjeu de la poursuite du bien, c'est pas encore plus de connaissances et encore plus de savoir et encore plus d'intelligence mentale. L'enjeu, c'est le sens du devenir humain. L'enjeu, mais c'est le bien de l'homme. Mais le bien de l'homme en tant qu'humain. Ce n'est pas le bien de l'homme, ce qui lui ferait du bien s'y a donné, mais en tant qu'humain. Donc, on rentre dans l'âge du sens, l'âge des communautés de sens, l'âge, etc., etc. Et effectivement, le chemin du grandir humain se continue, s'ouvre là, à de nouveaux... Parlons pas d'horizon, puisqu'on n'en est qu'au début. Donc, et ce n'est pas les horizons qui font avancer, c'est on continue sur ce chemin de la connaissance et de la reconnaissance de ce qu'est le bien en l'homme, de ce qu'est le bien humain. Donc, d'une certaine façon, on pourrait dire c'est l'âge d'homme. Je cite souvent Michel Serres avec son thème de l'omniscience, parce qu'il me va bien, je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit, mais enfin, au moins là-dessus, nous rentrons dans un âge d'homme. C'est-à-dire, les réalités sont conçues et connues et reconnues comme des réalités humaines. Nos réalités, nos connaissances, nos actions, nos comportements sont humains. Mais ayant posé que ce sont des phénomènes humains, alors on va les traiter autrement
que comme si c'était des lois mathématiques qui régissaient tout ça. On va le traiter autrement. Ça n'empêchera pas de faire de belles formules mathématiques sans oublier que c'est des formules humaines. Bon. Donc un âge de maturation n'exclut pas ni la continuation du travail sur les âges antérieurs, ni la régression, ni le fait que notre existence couvre tout ça. C'est pas parce qu'on est arrivé à l'âge de la raison des représentations que les affects ont disparu, ils sont toujours là. Sauf que si on est avancé en âge, en maturation, on vit ces affects sur un autre mode que le mode pulsionnel, passionnel, etc., qui pouvait être avant. On peut investir ces affects dans des faits, dans du faire, et se faire dans des représentations, dans des enjeux, dans des projets, etc. Avec des rapports au temps et à l'espace qui évoluent, avec la nature de la conscience, le concept même de conscience qui évolue, qui change. Et nous rentrons dans un quatrième âge qui est l'âge du sens, dont, effectivement, parmi les critères du bien, il y a le discernement du sens. Disait le bien, justement, c'est la voie de la reconnaissance du bien en l'homme. Mais cette reconnaissance, c'est une affaire de discernement de sens. Et à quoi ça sert le discernement des sens? Eh bien, à découvrir ou à connaître ou à reconnaître le sens du bien. On va me dire, ça boucle? Oui, ça boucle. Puisque la question, c'est si le bien, au fond, n'était autre que le discernement, que le moyen de discerner le bien, qui est le discernement, et le bien. Et pourquoi? Parce que le bien est ainsi révélateur de l'humanité de l'homme. Révélateur de l'humanité de l'homme au travers d'une existence où l'homme s'est réalisé dans l'existence, au travers de tous ces chemins-là, mais dont les réalisations existentielles ont cette fois-ci comme finalité et comme enjeu la révélation de l'homme. La révélation de l'homme, de l'humanité de l'homme, bien entendu. Alors la révélation de l'homme, c'est pas forcément un discours avec un bon film, machin, voilà, etc. À quoi ça sert? La révélation de l'homme, c'est aussi encore une autre question qu'on peut poser, dont on peut aussi discuter. Question pour tout de suite ou pour tout à l'heure? Bon. J'ai l'impression d'avoir manqué une marche. Mais... Hein? J'ai l'impression d'avoir manqué une marche. Laquelle? Là, j'étais sur la 3. Là. La 3, c'est celle des représentations de la raison. D'accord. Alors, qu'est-ce que je suis en train de raconter là? C'est que le chemin du bien, le chemin existentiel du bien, avec ses accessoires, etc., il peut s'identifier, alors je dirais en général il peut s'identifier tout simplement à la question du grandir humain, de la trajectoire du grandir humain qui ne s'arrête pas, évidemment, au fait d'avoir trouvé un boulot, entrée dans l'existence, ni au fait de prendre sa retraite. Ça s'arrête nulle part, ça continue au travers des circonstances de l'existence qui sont changeantes, qui évoluent. Et bon. Donc, l'importance clé, c'est quelle est la trajectoire du bien? C'est la trajectoire du grandir, c'est la trajectoire du développement, c'est la trajectoire du progresser. Alors on peut prendre des figures dans la maîtrise de son existence ou de l'existence avec les autres. On peut progresser dans la reconnaissance, dans le discernement du bien, du sens du bien, plutôt que et du reste. C'est-à-dire que l'inconvénient, c'est quand on discerne le bien, on discerne aussi ce qui n'est pas forcément bien, et c'est quelquefois douloureux, parce que c'est en soi-même qu'on le discerne. On est dit, en moi, il n'y a pas que le bien. Donc le discernement du bien ne peut pas faire l'économie du discernement de l'être humain, et l'être humain n'est pas que bien. Mais comme le bien, c'est simplement la visée, le chemin du bien, le bien, c'est pas quelque chose. C'est-à-dire, dans un coin, il y a quelque chose, c'est bien, puis dans l'autre coin, c'est mal, etc. Le bien, c'est pas quelque chose en l'homme, un organe ou un truc, ou un bagage, etc. Le bien, c'est la visée du bien. C'est-à-dire, au fond, on pourrait dire cette visée du bien qui est la révélation de l'homme, le discernement de l'homme, et la maîtrise de l'homme sur son chemin, éventuellement, ou sur le service des autres. Celui qui a fait un bout de chemin et qui a une certaine maîtrise peut servir les autres de par sa maîtrise pour lui donner des aides et des indications sur le chemin du bien. Alors, il y a plein de professions.
éducateur, ça pourrait être ça. Enfin, d'ailleurs, mais toutes les professions de responsabilité et d'autorité n'ont pas d'autre fin que celle-là. Non. Donc voilà. Et au bout du compte, on est mort à l'existence. Et au travers de cela, on s'est révélé à soi-même au-delà de l'existence, dans ce qui transcende cette existence-là. Alors, après la mort, est-ce qu'on en garde un petit quelque chose dans un coin? Est-ce qu'il y a un petit paquet de discernement qu'on emporte après la mort? Il faudra interroger ceux qui y sont allés, ou il faut interroger ceux qui font ce chemin de révélation de soi au-delà de son existence, même si c'est dans l'existence ou dans le contexte de l'existence, avec les problèmes, les difficultés que ça peut avoir. Mais en tout cas, dans l'existence, la question du bien se ramène à cela. Alors, qu'est-ce qui est bien? Effectivement, grandir, devenir ceci, voilà. Il y a beaucoup de choses, parce que c'est bien, puisque c'est dans l'existence, dans la trajectoire individuelle, mais aussi dans la trajectoire commune, dans les trajectoires communes. Autrement dit, ce qui est bien pour l'individu, c'est de participer au bien commun, mais pas le bien commun comme une chose, sauf accessoire et momentané, mais le sens du bien commun. Et le sens du bien commun, pour la communauté, c'est le grandir de la communauté. Non pas pour qu'au bout, la communauté devienne une personne qui se révèle à elle-même, mais pour que les personnes qui forment la communauté se révèlent à elles-mêmes, grandissent. Alors on peut parler d'autonomie, d'empowerment maintenant, mais tout ça est très pertinent. Lorsque on dit, comme certaines définitions de l'empowerment c'est le chemin et la finalité. C'est comme l'autonomie, l'autonomisation, c'est le chemin et la finalité. Mais la finalité, elle transcende tout chemin, puisqu'elle est au-delà de tout chemin. Bon. Et donc elle renvoie à quelque chose de ce qu'est l'humanité au fond d'elle-même. Alors, je vais dire 2 mots sur le bien commun, parce que là, c'est la tarte à la crème du moment. Alors, c'est très intéressant pour toutes sortes de raisons, parce que la lutte contre l'individualisme et tous ceux qui prônent l'égoïsme, les machins, etc., le bien commun, l'égalité, tout ça. Bon. Et puis le bien commun, donc, à toutes les sauces. Alors, il y a les biens communs. Ce que je vous dis, c'est que le bien, il est dans le chemin. Donc, l'acquisition d'une chose, c'est pas le bien. Ça peut être un vecteur, ça peut être une médiation, ça peut être un moyen de continuer le chemin. Mais le bien est dans le chemin, il n'est pas dans la chose. Mais les choses ne sont ni bien ni mal en elles-mêmes. Les choses, comme les comportements, ni rien dans l'existence n'est bien ou mal en eux-mêmes. Il est bien dans la mesure où on lui donne un sens, on l'engage dans le sens du bien commun. Si on l'engage dans ce sens-là, alors c'est un bien. Mais ce n'est pas un bien ou un mal en soi, c'est un bien cela. Alors c'est vrai, taper sur la tête des voisins, il n'est pas absolument prouvé que ça entraîne dans le chemin du bien, que ça aide au discernement. Bon, mais en même temps, est-ce qu'on peut dire qu'absolument, dans aucun cas, il se peut que ce geste ne soit pas inscrit dans le sens du bien? On ne peut pas l'exclure. Il n'est pas recommandé de faire toutes les expériences pour vérifier si assassiner ou suicider, ça contribue à la révélation du bien. Je me souviens d'une bande dessinée, c'était Tintin au Tibet, où il y avait un type qui voulait trancher la tête par là, parce qu'en le tranchant la tête, ça le mènerait à la révélation, quoi. Bon, je sais pas quoi. Donc, c'est des choses qui, implicitement, dans des histoires comme ça, est présente. Est-ce qu'il faut cesser de penser avec sa tête et sa raison pour accéder au discernement du sens? C'est des histoires qu'on raconte, ces choses-là. Est-ce qu'il faut sortir du monde et de l'existence, s'évader du monde de l'existence pour accéder au bien? Tout ça, c'est des choses qui se racontent dans les traditions humaines, dans tous les trucs. Est-il de dire que la question de cultiver le bien, c'est-à-dire cultiver le chemin du bien qui est le bon chemin,
ça ne consiste pas d'aller à la chasse du mal, même si on le rencontre en chemin. Et qu'est-ce qu'est le mal? C'est ce qui barre le chemin, c'est ce qui détourne du chemin, c'est qui dit « Ah mais non, le bon chemin c'est par là », etc. Et c'est ce qui fait croire que le bien est dans le chemin, et non pas là où mène le chemin. Que le bien est dans les choses ou dans l'existence, et non pas dans ce à quoi sert l'existence. L'existence est bien dans la mesure où elle sert, effectivement, le bien humain, pas le bien de je ne sais pas quoi. Alors voilà des histoires à méditer, mais concrètement, dans la vie de tout le temps, dans chaque chose. Alors, il est utile de dire que dans l'éducation, ça pourrait être effectivement au cœur de la question de l'éducation. Hein. Le chemin du bien. Alors, le chemin du bien, c'est le chemin du grandir. Mais le chemin du grandir de l'un ou de l'autre, d'abord, il est toujours communautaire. Tiens, ça c'est nouveau. Communautarisme. Il est toujours communautaire et il est personnel. Donc, quelle est la trajectoire singulière, unique et personnelle d'un individu qui n'est pas ailleurs que dans la communauté, mais qui l'est à sa manière et dans son chemin. Donc, pensez les chemins d'éducation comme le grandir. Parce qu'au fond, pourquoi on dit il faut accéder au savoir? Oui, pourquoi il faut accéder au savoir? Qui c'est qui a dit que c'était bien? Il y a une théorie derrière ça, il faut la dire. Il faut la dire. Alors, accéder au savoir, à mon avis, c'est pas un bon repère. Cultiver des connaissances, oui, mais pas pour accéder au savoir comme on accède à l'échelon supérieur et on est installé là, donc on voit le monde plus beau, plus grand et on est très intelligent. C'est bien, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert, humainement parlant, pour les autres et pour soi-même? Donc, je ne vais pas dire que c'est mauvais, mais ça ne suffit pas, ça ne permet pas de dire... Surtout que la fameuse émancipation, ça ne consiste pas à devenir un autre, c'est-à-dire celui que l'idéologie du moment dont elle fournit le modèle. Il ne s'agit pas de se conformer au modèle de ceci ou de cela. Donc, voilà. Alors, question de l'éducation, ben, l'éducation affective, l'éducation primaire, première, les leçons de choses, l'éducation des représentations collectives, mondiales d'ailleurs, etc. Et puis l'accès au sens, à la maîtrise de soi comme être, et pas simplement la maîtrise des choses, hein. Même si cette maîtrise de soi s'exprime dans des maîtrises professionnelles, ou des maîtrises, en tout cas dans des maîtrises qui sont le service. La maîtrise est un service des autres, puisque ça rend service aux autres, c'est pour ça que c'est reconnu comme tel, dans la communauté. Ça peut l'être. C'est n'importe quel projet, le sens du bien pour le projet, ce n'est pas le sens que de produire un truc bloc à la fin, ça y est, ça a produit le machin, c'est fini. Non, parce que déjà, souvent, quand on a des projets pour se faire payer, c'est peut-être le retour, etc. Mais, non pas que ça soit mal, le bien du projet, c'est en quoi ça a fait progresser, en quoi c'est un service qui a fait progresser le client, les autres, qui a fait progresser la maîtrise de l'autre. Le critère du bien faire, du bien réalisé, du bien machin truc, c'est en quoi ça a fait progresser l'humanité de l'autre. Dans son existence, c'est-à-dire au travers des choses bien concrètes, avec l'échange de monnaie, si ça fait partie effectivement du chemin et du même, etc. Donc la question se pose partout. La question se passe partout, en politique, en économie, dans toutes les machins. La question du bien, la question des valeurs. Où sont les valeurs? Alors, si les valeurs sont des artifices circonstanciés, engagés, comme au bord d'un chemin, il y a un poteau indicateur qui dit c'est par là. Ben oui, pourquoi pas, ça peut être utile, les poteaux indicateurs c'est utile, mais le poteau indicateur n'est pas le bien. C'est un indicateur du bien. Et les valeurs, c'est pas le bien, c'est un indicateur. Et si vous prenez les valeurs pour bien, c'est vous foncez dans le poteau, vous attrapez le poteau, vous voyez, j'ai le bien puisque j'ai le poteau indicateur. C'est pas bien du tout. Alors, c'est vrai pour ça, c'est vrai pour tout.
pour tout le reste, parce que ces poteaux indicateurs, ça peut être des formules. Il y a le grand catalogue du bien, là, la page du bien, là, la page du mal. Il y a comment il faut faire, comment il ne faut pas faire, etc., etc. Alors, dans une société donnée, dans une culture donnée, évidemment qu'il y a des façons de faire, des façons de parler qui sont propres à cette communauté, à son chemin du bien, à son sens du bien commun. Mais son sens du bien commun qui est ce qui fait que les membres de cette communauté avancent, sont entraînés dans le sens du bien humain qui est celui-là. Vous savez tout. Il n'y a plus qu'à... Non, mais il y a beaucoup de questions, évidemment, parce que ce que je raconte là, bien sûr, il a besoin d'aller voir de plus près dans ce que c'est que l'homme, puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas rien dire du bien si ce n'est pas le bien de l'homme, si on ne sait rien de l'homme. Et que sait-on de l'homme si on ne sait pas le bien de l'homme? D'ailleurs, au passage, si l'homme a acheminé pour accéder à son bien, c'est peut-être qu'il n'est pas accompli, qu'il a à accomplir quelque chose qu'il est potentiellement, mais qu'il s'accomplit. L'accomplissement de l'homme, c'est devenir ce qu'il est. Mais devenir ce qu'il est, s'il est déjà, pourquoi qu'est-ce qu'il peut devenir? Et devenir qu'il est, c'est la révélation de ce qu'il est. Et la révélation, c'est pas un savoir, c'est une reconnaissance d'être pleinement humain, avec un tas d'implications. Bon, voilà. Mais en tout cas, il y a ce qu'il en est dans l'existence et les trajectoires de l'existant. Alors, pourquoi c'est bien d'utiliser telle méthode plutôt qu'une autre? Eh bien, c'est pour ça. Et pourquoi c'est bien c'est mieux de vivre de telle ou telle manière en communauté, etc. Eh bien, pour ça et pas pour autre chose. Et pourquoi c'est bien je sais pas, d'avoir une certaine discipline quand on fait de la science? Ben pour ça et pas pour autre chose. Etc., etc. C'est-à-dire que, je suis en train de dire, c'est que dans l'existence humaine, pour celle des autres, on leur demandera, mais dans l'existence humaine, il n'y a pas d'autre critère du bien que celui-là. Alors, évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, les hommes ne naissent pas avec la révélation immédiate de cela. Donc, il faut des repères, il faut des indications, il faut etc., etc. Mais bon. Voilà. Alors, on pourra interroger que disent telle ou telle religion là-dessus, puisqu'elle ne cesse d'avoir des choses à dire là-dessus, et des choses qui ne sont pas minces. Qu'est-ce qu'elles disent? Comment on peut l'entendre? En quoi elles disent et font cela? Ou c'est présent dans leur discours? Bien sûr, il y a la question des religions qui est la question... Alors, pour les religions, c'est la question de Dieu. Pour des sagesses, c'est d'autres questions. Mais toutes ces questions sont effectivement à ramener ici pour dire, mais alors, en quoi ça parle de ça? En quoi c'est cela? Donc... Eh bien, on va la poser, la question, tout à l'heure. Ben, vous la poserez tout à l'heure. Vous les poserez tout à l'heure. Mais dans tous les champs, mais pose la question de la religion parce qu'elle est forte d'actualité dans un monde de laïcité qui se pose comme le bien. Et, enfin, bon, et en même temps, c'est des questions, ça concerne beaucoup de monde, hein, quand même, ces questions de religion. Et c'est important, puisque c'est structurant pour la vie des gens, c'est structurant ou non pour le chemin du bien humain. Et à quelles conditions? Et pourquoi pas? Et pourquoi? Oui. Alors, sur le chemin, il y a buffet.